Donc nous partons de Mondial Relais à Chervillers du côté de Sélestat en Alsace. Et nous allons direction Paris, mais on ne filmera pas tout le long de la route. On va prendre le tunnel Maurice Lemaire. Prendre à gauche sur rue de l'Altambert. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur route de Sélestat, D1059. Donc nous on se dirige vers la direction Mondial Relais Tremblay en France. On part de Mondial Relais Chervillers. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D1059. Nous sommes en Alsace. On est le 19 novembre 2025, il est 22h10. Au rond-point, prendre D1059. Continuez sur D1059 pendant 3 km.
Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D1059. Au rond-point, prendre D1059. Continuez sur D1059 pendant 3 km. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur Hearst, D1059. Au rond-point, prendre Hearst. Dans 500 mètres, continuez tout droit sur Hearst, D1059. Hearst, D1059. Continuez sur D1059 pendant 4 km.
à 300 mètres. Radar fixe à 100 mètres. À 100 mètres. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D1059 en direction de Nancy, Saint-Dié. Au rond-point, prendre D1059. Continuez sur N59 pendant 7 km. Donc on est le 19 novembre 2025, il est 22h21. Nous sommes sur la nationale 59, direction Saint-Dié. Il fait 2 degrés Celsius.
première sortie sur N159 en direction de Nancy, par le tunnel. Au rond-point, prendre N159. Continuez sur N159 pendant 9 km. On va prendre le tunnel Maurice-Lemaire. Radar fixe. Radar fixe 500 mètres. à 500 mètres. Radar fixe Radar fixe à 300 à mètres. 300 mètres. Radar fixe à 100 Radar mètres. fixe à 100 mètres. Le tunnel Maurice-Lemaire, il a 7 km. Code signal GPS disponible. Recherche satellite. En fait, il y a de la buée qui se met sur la vitre à cause de la chaleur de la montagne. Signal GPS perdu. Donc là, on se dirige vers l'ouest. On traverse les Vosges.
Google, écoutez les informations. Écoutez les informations. Pas de réseau. Il est 22h34. Traverser les tunnels Lemay. Ok Google, Signal. écoutez les informations. GPS trouvé. Ok Google, écoutez les informations. Retour à l'essentiel, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour. Bonjour. Niagale. Et Mélina Huette avec nous également, grand reporter ici à France 24 et chroniqueuse internationale. Bonjour Mélina. Bonjour Raphaël. Au sommaire, il vient chercher des dollars et un peu de respectabilité. Ahmed Al-Shara devient le premier président syrien à être reçu à la Maison Blanche. L'ancien djihadiste que Donald Trump souhaite faire entrer dans la coalition américaine contre le groupe État islamique et à terme dans les accords d'Abraham portant reconnaissance de l'État d'Israël. Le Mali en passe de tomber aux mains des djihadistes du JNIM, allié affilié à Al-Qaïda. Il exerce une pression notamment sur la capitale Bamako, victime d'un embargo sur le carburant. La déroute se précise pour les forces armées maliennes et leurs alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps. C'est tout de suite, on va voir. La rencontre se veut discrète, à l'écart des caméras, et pourtant c'est tout sauf une visite de routine. Pour la première fois, un président syrien est reçu à la Maison Blanche, Ahmed Al-Shara, qui rencontre Donald Trump. Mathieu Mamin, vous êtes à Washington pour France 24. Cette visite donne lieu à des commentaires compte tenu du passé d'Ahmed Al-Shara. Oui, la visite du président Al-Shara à Washington a provoqué une onde de choc politique aux États-Unis, ni plus ni moins. C'est la première fois depuis l'indépendance de la Syrie qu'un chef d'État syrien est reçu à la Maison-Blanche, mais on ne parle pas de n'importe quel chef d'État syrien. Trump justifie cette rencontre par la nécessité, selon lui, de tourner la page d'une guerre interminable
rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur N159. Réhabilitation pure et simple d'un régime encore accusé de crimes de guerre. Les démocrates, eux, reprochent à la Maison-Blanche d'avoir ouvert cette porte sans contrepartie claire sur les droits de l'homme. Dans la presse américaine, d'ailleurs, le ton est assez partagé. Certains saluent un pari diplomatique audacieux, d'autres parlent d'un renoncement moral. Ce sont des mots assez durs, mais ce sont les mots que l'on peut lire aujourd'hui. Il y a donc un vrai clivage, ça c'est sûr, mais à Washington, c'est vraiment la méfiance qui reste la réaction dominante globalement, et notamment chez les militaires qui étaient inhabituellement nombreux à déambuler au mémorial du 11 septembre ce matin. On manifeste comme on peut. Au rond-point, prendre N159. Clairement, au Pentagone, les hommes sont aussi muets que furieux, on peut le dire. Néanmoins, vous l'avez indiqué, Mathieu, Donald Trump souhaite pouvoir inclure Ahmed al-Shara dans Continuez pendant 7 km. sa stratégie au Proche-Orient. Oui, on assiste clairement à un tournant assumé, ça c'est certain. Trump intègre désormais la Syrie à sa nouvelle stratégie régionale au Proche-Orient, c'est clair, et sans limite d'ailleurs, c'est-à-dire jusqu'aux accords d'Abraham. Le rapprochement amorcé à Riyad, vous vous en souvenez, puis concrétisé donc à Washington, avec cette visite officielle, s'inscrit dans une logique de recomposition pure et simple des alliances à la Trump, à la manière de Trump. Washington veut associer Damas à la lutte contre l'État islamique, mais aussi tester la possibilité d'un accord de sécurité avec Israël. Vous voyez le grand écart. C'est simple, pour Donald Trump, l'idée est de stabiliser la région en échange d'une levée progressive des fameuses sanctions américaines et d'un accès syrien au marché énergétique du Golfe. Pour cela, il y a un dialogue, effectivement, avec les pays du Golfe. Alors, c'est clairement un pari diplomatique risqué, on l'a dit, si la Syrie reste sous sanctions internationales, et surtout si une partie du Congrès américain dénonce l'effacement des lignes rouges américaines, quand même, sur les droits de l'homme, encore une fois. Et puis, sur le passé, tout simplement. Mais dans l'esprit du président américain, l'objectif est bien de faire de la Syrie un partenaire et non plus un paria dans une architecture régionale revisitée, centrée sur les intérêts stratégiques et économiques des États-Unis. On parle quand même d'un marché de la reconstruction avoisinant les 400 milliards de dollars. Vous restez avec nous, Mathieu Niagale Bagayoko. Ahmed al-Shara, allié d'Erdogan, certains le présentent même comme son obligé, la tête de pont de la Turquie en Syrie, mais aussi proche de l'Arabie Saoudite, où il est né, il faut le rappeler, et qui tente, c'était tout dernièrement, de renouer des liens à Moscou avec la Russie. Il peut ainsi manger à tous les râteliers. En l'occurrence, c'est ce qu'il se démontre capable de faire, c'est-à-dire c'est quand même une prouesse d'un point de vue diplomatique de parvenir à dialoguer avec des acteurs aussi variés. Mais ce qui est particulièrement frappant en ce qui concerne les États-Unis, c'est que c'est toute la stratégie de guerre contre la terreur, de war on terror, qui se trouve totalement remise en cause. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Ahmed el-Shara, qui s'appelait jusqu'à il y a à peu près un an Al-Joulani, était l'un des principaux représentants d'Al-Qaïda. Et c'est Al-Qaïda qui a commis les attentats du 11 septembre. Donc sur le sol américain, la première fois que le sol américain a été frappé directement. Donc pour l'opinion publique ou pour les membres du Congrès, puisque l'enjeu est aussi de faire lever les sanctions qui le visent et qui ne peuvent être levées non pas par l'exécutif américain, donc par le président, mais seulement par la Chambre des représentants et le Sénat, il est absolument central. Et il y a de très nombreux vétérans au sein des commissions de défense et des affaires étrangères de cette Assemblée qui sont extrêmement choqués de ce retournement, sans compter l'opinion publique. Donc c'est un vrai pari à mon avis pour Donald Trump. Je ne suis pas sûre que sa base MAGA comprenne exactement de quoi il retourne actuellement. Quelle crédibilité, Mélina Huet, peut-on accorder à Ahmed al-Shara dans la lutte contre Daesh et d'autres mouvements djihadistes? Alors, on pourrait se dire aucune, parce que lui-même a fait des allers-retours entre Al-Qaïda et l'organisation État islamique, mais en réalité, depuis 2013, c'est lui qui a mené une guerre ouverte, qui a eu des conséquences internationales, on va dire, sur les mouvements djihadistes contre l'organisation État islamique. Donc, il est tout trouvé pour mener cette guerre-là. D'ailleurs, il avait rencontré un de nos journalistes, Wassim Nasr, en 2023,
fois. Il avait dit, quand j'ai lancé cette guerre contre l'organisation État islamique, j'ai perdu 70% de mes effectifs. Et il s'est retrouvé cantonné à Idlib. Donc évidemment que pour lui, c'est-à-dire que c'est pas juste une posture. Là, vous voyez cette carte, c'est une carte qui montre tous les endroits où il y a eu des raids et des arrestations en quelques semaines, parfois en quelques jours, contre des cellules dormantes de l'État islamique. Ça montre bien, c'est aussi... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur N59 en direction de Saint-Dié-des-Vosges, Épinal. Évidemment, une façon de montrer à Donald Trump, regardez, je suis capable de mener des raids et je suis votre allié contre le terrorisme. Et c'est important, pourquoi? Parce que certes, l'organisation État islamique a été défaite en 2019, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été annihilée. Tout ce que vous voyez ici, donc sur quand même ce territoire qui est très large, donc il y a Alep, Idlib, Raqqa, Deir ez-Zor, Homs, Damas, c'était des cellules dormantes, ce sont des cellules dormantes de l'organisation État islamique. Donc c'est aussi une manière de montrer une bonne volonté auprès de son futur ou allié actuel américain. Et pour compléter ce que vous dites, c'est que en réalité, peut-être que Au rond-point, prendre N59. l'on sort Continuez sur N59 pendant 53 km. d'un jeu de dupes officiellement, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le fait de souligner qu'il y a eu une coopération très claire en réalité entre les forces d'HTC, donc le groupe à la tête duquel exactement à la tête duquel était Ahmed al-Shara, et les forces américaines. En réalité, on a plutôt l'impression qu'il y a une formalisation de relations d'État à État, mais que ces relations préexistaient, tout comme les services de renseignement américains ont toujours lié des relations avec un grand nombre d'acteurs djihadistes tout au long de l'histoire. Donc c'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui. Le nouveau pouvoir syrien censé purger les djihadistes n'est-il pas aussi, et peut-être même davantage encore, un danger pour les alliés traditionnels de l'Occident dans la région, les Kurdes, les Druzes, et puis ceux qui n'étaient pas forcément alliés, mais qui représentent, qui incarnent la minorité autrefois agissante, les Alaouites? C'est-à-dire que on parle beaucoup de sécurité, et il va être question de sécurité entre Al-Shara et Donald Trump évidemment aujourd'hui, mais là on parle de sécurité régionale. Effectivement, au niveau national, au niveau domestique, il y a quand même beaucoup de voix syriennes en tout cas qui s'élèvent contre ce président intérimaire, faut-il le rappeler, qui n'a donc pas été élu. Beaucoup demandent à ce qu'il y ait une élection, ce qui paraît quand même fortement compliqué vu l'état dans lequel se trouve la Syrie actuellement et le fait que toutes ces négociations soient en cours. Et puis les exactions dont on a fait beaucoup état sur ce plateau, évidemment. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à Soueïda, vous vous souvenez ce qui s'est passé contre la communauté druze. Il y a toujours des Alaouites donc, dont faisait partie la communauté dont faisait partie l'ancien président Bachar al-Assad, qui sont persécutés, arrêtés. Évidemment que tout cela pose des problèmes éminents au niveau domestique. Sauf que là, en fait, ce qui se passe avec cette rencontre, et tous les yeux du monde sont braqués sur cette rencontre, c'est que on oublie ce qui se passe au niveau interne pour se focaliser sur the big picture, je dirais, parce que au niveau diplomatique et géopolitique, c'est très important pour les alliés de la région. Puis en fait, tous les acteurs en réalité, pas juste les alliés de... Alors, the big picture, justement, quelle est sa volonté réelle, Ahmed al-Shara, et quelles sont ses chances de parvenir à droite, il y a un accord avec Saint-Dié. C'est ça que je souhaite peut-être. Alors, si c'est qu'il souhaite, alors il le souhaite à différents égards, Donald Trump. Il le souhaite d'abord parce qu'il souhaiterait que la Syrie entre dans ces fameux accords d'Abraham et donc reconnaisse elle aussi Israël. Ça fait partie de l'enjeu actuel. Mais il y a aussi l'enjeu du plateau du Golan qui est absolument central, qui, je le rappelle, est considéré selon le droit international comme une zone occupée par Israël, c'est depuis 1981. Exactement, depuis 1981, mais que les États-Unis ont considéré comme revenant légitimement. Sous l'administration Trump. Oui,
les États-Unis, pardon, de Donald Trump, c'est très important de le mentionner, de revenant légitimement Israël. Donc ça, c'est un enjeu qui est effectivement absolument fondamental. Mais il semble aussi que du côté américain, il y ait la volonté de voir instaurer en Syrie une forme de gouvernement fédéral aussi pour gérer justement toutes ces questions internes que vous avez mentionnées. Et puis il y a bien sûr cet enjeu de la reconstruction qui est très lié au rôle que vous avez mentionné de l'Arabie Saoudite notamment. Ahmed al-Shara, qui à peine arrivé au pouvoir a vu le stock d'armes chimiques de la Syrie détruit par Israël, qui a vu Israël mener à plusieurs reprises des campagnes de bombardement, renforcer son emprise sur le Golan. Malgré cela, il pourrait, vis-à-vis de son propre peuple, assumer une reconnaissance en bonne et due forme d'Israël. Il n'a pas le choix. Washington a les moyens de lui tordre le bras, Mélina Hamet. En fait, il n'y a pas que Washington. Il y a aussi l'Arabie Saoudite. Il y a aussi tout un tas de partenaires au niveau régional et international qui font qu'il va être obligé de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que son propre peuple demande. Et effectivement, pourquoi il aurait intérêt à se rapprocher d'Israël? Parce que le gouvernement actuel de Benjamin Netanyahou n'a aucun intérêt à maintenir une Syrie stable. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile pour Benjamin Netanyahou. Radar fixe à 500 mètres. Quand finalement c'était Bachar al-Assad. Radar fixe à 300 mètres. Qui était à la tête du pays. En guerre civile. En guerre civile, exactement. Puisque même... Radar fixe à 100 mètres. Si la volonté affichée était d'affaiblir ce qu'ils appellent l'axe de la résistance avec l'Iran d'un côté, le Hezbollah et puis le gouvernement de Bachar al-Assad, en réalité d'avoir les États-Unis qui aujourd'hui sont prêts à mettre une base militaire à côté de Damas, c'est-à-dire pour en fait maintenir une stabilité dans la région, et ben ça pose problème à Israël qui en ce moment, à l'heure où on parle, continue des incursions qui sont complètement illégales, c'est-à-dire qu'ils ont poussé la zone tampon du Golan beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Ils ont quand même bombardé massivement le pays, vous l'avez rappelé, mais en toute impunité pendant des mois et des mois après la chute de Bachar al-Assad. Sauf que, en fait, il est dans une volonté de légitimation aussi, al-Shara. Il veut faire en sorte que absolument tous ses partenaires potentiels, putatifs ou réels, soient satisfaits. Donc ça comprend quoi? Ça comprend les États-Unis, ça comprend l'Arabie Saoudite, ça comprend la Turquie, ça comprend aussi, il est même allé jusqu'en Russie. Alors que la Russie, on rappelle, c'est quand même Vladimir Poutine qui héberge l'ancien président déchu, le dictateur Bachar al-Assad. Donc vraiment, il essaie de parler à tout le monde. Oui, un mot et on ira voir juste un mot, il y a aussi l'enjeu de voir la Syrie rejoindre la coalition anti-Daesh, qui est au cœur aussi de ces discussions, et ça renvoie aussi à ces images absolument surréalistes qu'on a vues avec le président intérimaire al-Shara jouant au basketball avec CENTCOM, donc le commandant des forces américaines dans toute la région du Moyen-Orient. Donc ce sont des... et avec le chef de cette coalition anti-Daesh également. On voit les images d'ailleurs à l'instant. Mathieu Mabin, on imagine que ces images elles font parler. Il est prêt à beaucoup de concessions, Ahmed al-Shara. On évoquait à l'instant la lutte contre Daesh. Il y a la possibilité, même si ça reste très hypothétique, alors nous parlons d'un rapprochement avec Israël malgré l'hostilité jusqu'à présent affichée très clairement par Benjamin Netanyahou. Pourquoi donc Ahmed al-Shara serait prêt à ces contorsions? Il a beaucoup à jouer aujourd'hui à Washington. L'enjeu financier dépasse tout le reste pour lui. Il faut avoir vu la Syrie aujourd'hui pour comprendre. La Syrie est à plat, elle est par terre, elle ne s'est jamais relevée en réalité de la décennie de guerre qui l'ont secouée. Al-Shara n'en fait pas mystère, il vient à Washington avec un double objectif. D'abord, obtenir la levée des sanctions américaines, en particulier la loi dite Caesar Act, que vous connaissez et qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, et qui paralyse littéralement la reconstruction du pays, c'est vrai, et donc la santé économique du pays. Et tant pis pour ces milliers d'hommes et femmes qui ont vécu l'enfer en détention dans ces prisons syriennes. Après tout,
surtout, c'est vrai que ce régime n'y est pour rien et que ses serviteurs les plus fidèles en ont même été certaines victimes. Ensuite, il veut repositionner la Syrie dans le jeu régional, qu'elle rejoigne la coalition internationale contre l'État islamique, on l'a dit, et explorer la possibilité d'une normalisation, même partielle, avec Israël. Ça a été rappelé également sur votre plateau à l'instant, sous médiation américaine, c'est vrai, avec un rôle qui n'est pas négligeable et qui va incomber effectivement à l'Arabie Saoudite et aux pays arabes voisins d'Israël. C'est ça la partie la plus sensible de sa manœuvre, puisqu'il va falloir convaincre les anciens compagnons de route, qui sont pas tous fréquentables, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le plan intérieur syrien, cette ouverture lui permettrait effectivement de relancer l'économie, et il le sait. Il pourrait attirer des investissements étrangers, dont des investissements européens d'ailleurs, et sortir d'une décennie d'isolement ferme. Mais attention, Al-Shara sait qu'il doit s'assurer que tout accord préservera la souveraineté syrienne, au moins en surface. C'est-à-dire qu'il ne va pas trop falloir vexer, notamment sur le Golan, effectivement, vous l'avez dit également, et ne le fera pas rompre non plus totalement avec ses alliés historiques qui demeurent l'Iran et la Syrie. Voilà, vous voyez, on risque d'en reparler encore sur votre plateau dans les prochaines semaines, les prochains mois et probablement les prochaines années en fait. Merci Mathieu Mabin en direct de Washington. Voilà ce qu'on pouvait dire. Un dernier mot peut-être, c'est l'intérêt des Européens que ces sanctions soient levées. En fait, c'est l'intérêt de toutes les personnes qui cherchent, tous les États ou organisations qui cherchent à ce que la région soit stabilisée. C'est-à-dire que c'est une cocotte minute, la Syrie, et comme l'a justement rappelé Mathieu Mabin, au niveau interne, au niveau domestique, le pays est exsangue. C'est-à-dire que quand on parle de la levée des sanctions, on se demande s'il est fréquentable ou pas, ce président intérimaire, mais il faut se poser la question des civils, qui sont les premiers affectés par ces sanctions. Donc évidemment, quand il y a eu la levée en mai 2025, ça a permis, en tout cas, un soulagement, on va dire, temporaire, et ensuite, il faudra des années pour reconstruire le pays, des décennies, mais effectivement, qu'il soit fréquentable ou pas au regard de son passé, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un interlocuteur en Syrie, rien que pour maintenir une stabilité dans la zone. Donc, côté européen, il y a eu cette rencontre aussi du président Macron avec Al-Shara, qui a aussi beaucoup interrogé les opinions publiques. Je pense que le rôle des opinions publiques auxquelles on a expliqué pendant des années qu'on faisait la guerre contre le terrorisme, contre l'ennemi de la civilisation, avec lequel on a l'impression qu'on se réconcilie aujourd'hui de manière extrêmement facile et sans poser trop de questions, à mon avis, c'est une hypothèque qui risque de peser lourdement sur ces tentatives de diplomatie. C'est ce que décrivait finalement Mathieu Mabin, même dans les débats internes aux États-Unis. C'est la différence entre la réelle politique au niveau géopolitique, diplomatique, et d'un côté, cette question morale qui interroge au niveau domestique. À l'heure où, dans quelques jours, nous allons commémorer le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre ici à Paris. On évoquait Al-Qaïda, l'un de ses avatars au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans menace aujourd'hui une partie du pays, dont Bamako, la capitale, soumise à un blocus. Les écoliers ont pu reprendre le chemin de l'école ce lundi après 2 semaines d'interruption. En cause, les pénuries de carburant, une situation qui rappelle dangereusement celle de 2013, juste avant que l'armée française n'intervienne. La France qui demande d'ailleurs à ses ressortissants, quelques 4300 personnes, de quitter le pays. Reportage pour France 2 de Camille Gutin, Nicolas Bertrand et Fabien Fougère. Au Mali, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda sont désormais aux portes du pouvoir. La capitale Bamako va-t-elle tomber aux mains des islamistes? Depuis un an, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, multiplie les attaques partout dans le pays. Ici contre une caserne, là, on les voit à pied, en train de s'emparer d'un village. L'ambassade de France appelle tous ses ressortissants à quitter le territoire. Cet expatrié n'a pas encore décidé de partir. Pour le moment, on est quand même avec un gros point d'interrogation. On ne sait pas trop. On attend de voir. Les djihadistes qui cherchent à imposer la loi islamique dans tout le pays ne cessent de s'étendre au Sahel, notamment depuis le départ des troupes françaises en 2022 du Mali. Aujourd'hui, ces combattants contrôlent une partie des routes et incendient régulièrement les camions-citernes qui viennent livrer de l'essence à Bamako. Pour les habitants, de longues files d'attente et des pénuries d'électricité. Cela fait 1 semaine que je cherche du carburant. C'est un vrai problème pour mes activités. Asphyxier progressivement la capitale pour provoquer
Je vais interroger dans un instant Medina Wet, vous venez de citer 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, qui ont fondé ensemble l'Alliance des États du Sahel. Va-t-elle devenir le siège d'un futur califat sur cette région des 3 frontières? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate aujourd'hui assez peu de réactions de solidarité de la part du Niger et du Burkina Faso, même s'il semble qu'un convoi de carburant soit parti du Niger également. Mais on se rend compte que les autres États semblent quand même assez prudents dans leur solidarité aujourd'hui vis-à-vis de Bamako, parce que tous finalement expérimentent ces mêmes difficultés face à cet adversaire particulièrement coriace. C'est l'échec des juntes et parfois leurs exactions qui ont même empiré la situation. Medina Wet. Alors oui, effectivement, vous parliez tout à l'heure d'Africa Corps, donc anciennement Wagner, effectivement la présence de mercenaires russes qui viennent soutenir ces juntes et qui commettent exaction sur exaction, qui perdent finalement le cœur et l'esprit, pour parler politiquement de quelque chose d'atroce, des populations, font qu'il y a une perte de confiance évidente et que derrière il y a champ libre pour des organisations djihadistes, dont le JNIM, mais pas que. Après, je voulais juste revenir effectivement sur ce que vous disiez. Il y a des similitudes avec 2013, vous les avez brillamment exposées. Il y a vraiment des similitudes marquantes. Il y a le fait aussi qu'il y a cette menace sur la capitale, bien sûr, mais qu'il y a un blocage logistique, c'était déjà le cas en 2013, et qu'il y a un effondrement potentiel de l'État sur la table. La grande différence, c'est justement qu'aujourd'hui, il y a la présence d'acteurs qui sont différents. Donc ces mercenaires, d'autres États qui n'étaient pas présents en 2013, le fait que, bien sûr, on aura l'occasion d'y reparler, mais des pays comme la France sont non grata aujourd'hui sur le territoire. À l'époque, l'État les Amaliens avaient demandé à ce qu'il y ait une assistance justement militaire pour chasser, pour buter les djihadistes hors de l'État, et aujourd'hui ça n'est évidemment pas le cas, vous le savez. À l'époque, justement, la France avait vu une situation d'urgence dans une possible victoire des djihadistes descendants de Kidal, Tombouctou vers Bamako. Aujourd'hui, la France, sans désintérêt, on peut se permettre de se désintéresser de ce qui s'y passe? Alors, 2 éléments. D'abord, on s'est rendu compte assez récemment que la coopération en matière de lutte antiterroriste, là aussi, comme du côté américain, se poursuivait entre les services de renseignement français et maliens. On l'a appris au moment de l'arrestation d'un agent de la DGSE à Bamako. Il y a aussi l'Algérie qui est là, la France et l'Algérie, c'est compliqué. Absolument, mais il faut quand même savoir que la coopération se poursuit entre les États pour des raisons par différents moyens, de manière moins ostentatoire. Exactement. Mais la deuxième question, c'est celle de la réalité, de la capacité à prendre Bamako du côté du JNIM. Et là, moi, je serais assez prudente parce que en réalité, militairement, le JNIM ne dispose pas des capacités non seulement de prendre Bamako, mais surtout de la tenir sur la durée, de l'administrer. On n'est absolument pas dans le cas de figure des talibans ou justement d'HTC qui avaient une expérience d'administration locale. Là, il y a effectivement une gouvernance qui s'est mise en place sur différentes parties du territoire, mais dans des zones très très dispersées les uns des autres. Mais en revanche, ce qui est en train de se dessiner, à mon avis, c'est la mise en avant d'acteurs religieux politiques rigoristes. On pense par exemple à l'imam Dicko qui se trouve réfugié précisément en Algérie, mais même d'une alliance éventuelle avec des forces politiques d'opposition qui seraient prêtes à négocier avec le JNIM l'application d'une vision ultra rigoriste de la charia sur le territoire, sans parler de califat, pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko, Medina Wet. On va plus loin, c'est terminé. Retour à l'essentiel dans un instant et on reviendra notamment sur la libération de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. France 24 évolue sur le numérique. Économie, sport, journaux, grands reportages en replay. France 24, l'info commence ici. Retrouvez la météo avec Écoutez Voir. Des lunettes et des aides auditives pour rester à l'écoute du monde et voir plus loin. Écoutez Voir, optique et audition. Ok Google! Ok Google! Ok Google! Éteins la radio!
Ok Google. 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 Google, éteins la radio. Après, s'ils mettent de la musique sur YouTube, ça marche pas. Paris, je fais comme hier. Comment? Je fais comme hier. Je n'ai pas compris. Je fais comme hier. Je fais comme hier. Que je fais mon quoi? Je vais à Paris. Ah, parce que je descendais vers Célestat avant. Oui, je vais à Paris, je fais comme la dernière fois. Qu'est-ce que tu fais? Je me dis dans la télé. Ah ouais. Tu ne veux pas quelle heure il est. Oh, pour l'instant, j'avais tout le temps passé. Ouais. Il est quelle heure, hein? Hein? Il est quelle heure? Là, il est 23h08. Oh, j'ai dormi au moins 1 heure. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Comme d'habitude, arrête de me demander ça, c'est toujours comme ça. Je vais aller à maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ouais. Pour la télé. Ouais. Pourquoi j'ai une télé? On est en dehors de jour. Hein? Je me demande pourquoi j'ai une télé?
Ah ouais. Tu touches, il fait froid? Ça a de la neige? Non, il fait 2 degrés. Oh, tu tousses, hein? Ouais, je tousse. Les cigarettes sont pas bonnes. Ah bah, faut les enlever. Ah non, parce que j'en ai pas d'autres, ça coûte cher. Ah. Tu fais tousser, t'arrêtes de fumer, toi, putain. Non, mais j'aime bien fumer. Mais avec ces prix exorbitants, je les achète en Allemagne. Ouais, c'est vrai. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Ok Google, est-ce que là, l'autoroute A4 est-elle ouverte au départ de Paris direction Strasbourg vers la nationale 104? Actuel et les éventuels ralentissements / accidents près de la jonction N104. La 4 est généralement ouverte dans cette direction, mais il y a des travaux signalés près de Ferrières et d'autres points. Consultez un service d'infotrafic en temps réel, comme Citadin ou Sanef, pour les conditions actuelles et les éventuels ralentissements / accidents près de la jonction N104.
nationale 59, on va bientôt prendre la nationale 4. N4 en direction de Nancy. Prendre la sortie N4. Continuez sur N4 pendant 13 km. On monte sur la N4.
Dans 600 mètres, rejoindre N4. Nous sommes à la station Total de Lunéville sur la Nationale 4.